Les Al Thani prennent le pouvoir à Doha au début du 19e siècle. L'émirat formait alors une province reculée de l'Empire ottoman. Dans un de ses palais, le milliardaire Faisal bin Qasim a créé un musée à son nom pour raconter cette destinée. Regardez, ça, c'est le drapeau du Qatar. Il est composé de 9 pointes de lance, une pour chaque tribu. Et c'est ainsi que c'est devenu l'emblème qui nous unit depuis plus de 200 ans. La plupart des 300 000 Qatariens descendent de ces tribus originelles. Car la nationalité ne se transmet que par le droit du sang, et dans cette société patriarcale, uniquement par celui du père. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman disparaît. Le Qatar passe sous protectorat anglais. À l'époque, voici à quoi ressemblaient les maisons du clan Al Thani. C'est une reconstitution que j'ai fait réaliser. C'est une réplique de notre village avant le pétrole. Tout est en terre battue. J'ai vécu dans ce genre de maison jusqu'à l'âge de 10 ans. Ici, c'était la chambre de ma grand-mère. Et là, le salon des hommes. Ça, c'était l'épicerie. Je veux garder ce souvenir du passé pour que ma famille et les gens puissent voir comment notre vie a changé, comment on est passé d'un mode de vie à un autre. Cette existence, presque hors du temps, est bouleversée dans les années 30 et 40 par l'arrivée d'ingénieurs étrangers à la recherche de pétrole. C'est la première voiture importée au Qatar. Les Anglais créent avec des membres de la famille royale la première société d'extraction. Mon père était le prince en charge de la compagnie pétrolière. Moi, j'étais encore enfant et je l'accompagnais toujours lors du forage des puits. Je voulais toujours être présent pour regarder le pétrole jaillir d'un puits pour la première fois. Lorsque le pétrole surgissait en grande quantité, c'était quelque chose de miraculeux. La première cargaison de pétrole a été exportée en 1949, ce qui a marqué une étape importante dans l'histoire du Qatar et a chamboulé l'économie nationale. Au cours des années 50, les Qatariens découvrent la société de consommation occidentale. Mais les réserves de pétrole se révèlent moindres que dans les pays voisins, qui connaissent une croissance beaucoup plus rapide. À la fin des années 60, les Anglais en pleine décolonisation ne veulent plus assurer la sécurité des principautés du Golfe. En 1971, le Qatar, comme le royaume voisin de Bahreïn, doit choisir entre l'indépendance ou rejoindre la Fédération des Émirats arabes unis, qui est en train de se créer autour des familles régnantes de Dubaï et d'Abu Dhabi. Dans les années 70, le Qatar, c'est un peu le moins que rien dans toute la région. Par rapport à Abu Dhabi, par rapport à Dubaï, par rapport à Bahreïn, etc., ils sont considérés comme pas grand-chose. Le Qatar a cette espèce d'aigreur d'être mal considéré par les autres. La solution la plus évidente était de former une seule union, et c'était le plan originel. Mais il y avait beaucoup de désaccords sur le mode de gouvernance. Vous aviez une multitude de familles régnantes. Par peur de tomber sous la coupe de ses voisins, le Qatar choisit de faire cavalier seul. C'est Khalifa, le grand-père de l'actuel émir, qui annonce l'indépendance à la télévision.
وذات سيادة كاملة تمارس كل مسؤولياتها الدولية بنفسها وتتولى وحدها سلطانها الكامل في الخارج والداخل على السواء. Cette annonce a été vécue comme une trahison par les autres monarchies du Golfe et n'a jamais été pardonnée. D'autant plus que dans les années qui suivent, un vaste gisement de gaz sous-marin est découvert. Au pouvoir à cette époque, l'émir Khalifa se méfie d'un développement trop rapide et ne croit pas dans l'exploitation du gaz. Lui préfère dépenser la rente pétrolière dans de longs voyages à l'étranger et déléguer à son ambitieux fils Ahmad l'exercice du pouvoir. بسم الله الرحمن الرحيم سيدي صاحب السمو أميرنا المفدى يشرفني أن أرحب بسموكم في قواتكم المسلحة بين جنود لكم. Ahmad, c'est un parcours assez classique des gens des familles royales du Golfe, formation en Angleterre, académie militaire, Sandhurst, et puis retour ensuite dans le gouvernement du Qatar. Il a un physique impressionnant. Il a un bon sens de l'humour, bien qu'il ait l'air très sérieux. C'est une personnalité qui en impose. Il est toujours décrit comme un personnage plus grand que nature, avec une personnalité incroyable, qui attire automatiquement l'attention quand il rentre dans une pièce. Quelqu'un avec des idées très claires sur ce qu'il voulait. En réalité, c'est lui qui assez vite va se retrouver avec la charge de la gestion du Qatar. Son père est toujours à droite à gauche, moins intéressé. Il était relativement évident que tant que son père serait au pouvoir, rien de majeur n'allait se passer. Il a donc profité, en 1995, d'un séjour de son père à l'étranger, pour prendre le pouvoir dans un coup d'État sans effusion de sang. Cette révolution de palais donne les pleins pouvoirs à Ahmad. Son père, lui, se retrouve forcé à de longues années d'exil en France, puis en Italie. Mais c'est pas renverser son père pour accaparer le pouvoir, c'est renverser son père avec une idée réelle de ce que peut être le Qatar, de ce que doit être le Qatar. Il existe une anecdote. Cheikh Ahmad venait d'atterrir en Grande-Bretagne ou en France. Le responsable à l'immigration regarde son passeport et lui demande « C'est un passeport qui vient d'où? C'est quoi le Qatar ?» Cet événement illustre pourquoi Cheikh Ahmad s'est donné comme mission de transformer le Qatar, pour le placer sur la carte du monde. Je n'ai jamais entendu cette histoire. De quel bureau d'immigration s'agit-il? Mais je demanderai à mon père, ça a l'air intéressant. Que cette anecdote soit véridique ou pas, elle illustre l'ère de Cheikh Ahmad, durant laquelle le Qatar est passé d'un petit pays endormi et reculé du Golfe à un État important en termes d'influence, une puissance dans cette région du monde. Mon père était un visionnaire. Il voulait marquer l'histoire. Il est à peu près convaincu que si le Qatar stagne, le Qatar est presque en danger. Voilà, parce qu'il a deux voisins qui sont impressionnants et potentiellement dangereux, qui sont l'Arabie Saoudite d'un côté et l'Iran. Pour réaliser ses ambitions, Ahmad a lancé l'exploitation du champ gazier de Northfield, situé à cheval entre les eaux territoriales qatariennes et iraniennes. Cette relation économique entre la grande puissance chiite et la petite monarchie sunnite rend le Qatar suspicieux aux yeux des autres pays de la péninsule arabique. Mais Ahmad n'en a que faire. Lui est persuadé que le gaz est une énergie d'avenir. Pourtant, à l'époque, son extraction, mais surtout son transport, coûte beaucoup plus cher que ceux du pétrole.
Et puis cette technologie est apparue, qui consiste à liquéfier le gaz, ce qui permet de le stocker sur des navires. Et alors, tout comme le pétrole, il peut être distribué partout dans le monde. Le tout nouvel émir s'endette lourdement auprès de banques occidentales et investit des milliards d'euros pour fabriquer des méthaniers. Ces navires emmagasinent le gaz dans des bonbonnes géantes sous forme liquide à une température de moins 167 degrés. C'est ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. Il y avait des craintes à l'époque qu'il n'y ait pas de demande suffisante en gaz, que tout ça ne soit en fait qu'une bulle qui éclate et que tout cet argent soit perdu. Ils ont parié là-dessus, comme peu l'avaient fait avant lui. Si cela n'avait pas fonctionné, le Qatar aurait probablement été ruiné. La demande de gaz s'envole à la fin des années 90. Grâce à ces investissements, le petit royaume prend des années d'avance sur ses concurrents et joue désormais dans la cour des grands avec les géants russes et américains. Le Qatar est devenu la première source de gaz naturel au monde, l'exportant vers des pays influents de la scène politique et économique mondiale, notamment vers l'Asie, en Corée du Sud, au Japon ou en Inde, mais aussi vers l'Europe. L'économie du Qatar avait désormais la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de plus de 10% par an. Le visage de Doha a changé brutalement. Quand je suis arrivé ici, c'était que des dunes de sable. Il n'y avait pas cette voirie, c'était du sable. Il y avait juste le Sheraton qui était construit, hein, l'hôtel qui a la forme d'une pyramide, mais il n'y avait aucune tour. Et donc entre 2003 et 2008, ils avaient construit déjà une trentaine de tours pratiquement. Et puis après, ça a été l'explosion. Ça fait partie des miracles du désert. Disposant de moyens désormais illimités, Ahmad Al-Thani fait venir entreprises et travailleurs du monde entier. L'émir lance son pays dans une série de chantiers pharaoniques, comme celui de la Perle. Ce complexe d'immeubles est construit sur des îles artificielles et symbolise des coquillages avec en leur centre des perles, des hôtels de luxe. Spécialiste des travaux publics depuis plus de 40 ans, Christian Dumont a participé à la réalisation de plusieurs de ces grands projets. Cette station de métro, elle est impressionnante parce que c'est l'une des plus grandes du monde. La surface au Qatar ne compte pas. Ce n'est pas une question de surface, c'est vraiment une question, on peut le dire, de prestige. De la signature du contrat, estimé à 40 milliards d'euros, à la mise en service, il s'est écoulé moins de 10 ans. Du jamais vu dans ce secteur. Français, Allemands et Japonais se sont partagés ce juteux contrat pour réaliser le métro le plus luxueux du monde. Ils avaient un leitmotiv, il fallait faire ce qui est de mieux, qu'il n'y ait pas d'équivalent. Je crois qu'ils y sont bien arrivés. Donc là, c'est la Golden Class. C'est un genre de velours, oui. Avec du cuir sur les appuis-têtes. Le coût du billet est 5 fois plus élevé ici que dans la zone économique de l'arrière du train. Il y a 3 classes. Il y a la Golden Class, la Family Class et puis la classe normale. C'est un peu à l'image du Qatar ? C'est encore à l'image du Qatar, oui. Oui. This station is in Sheriff.